Le cri a déchiré le Sahel avant même que le soleil ne touche l'horizon. Dans le nord du Burkina Faso, un vieux chef s'est réveillé en hurlant, 3 heures avant l'aube. Ce n'était pas le cri d'un homme malade. Ce n'était pas la peur ordinaire d'un vieillard surpris par un cauchemar. C'était un cri ancien, brutal, presque sacré, comme si quelque chose venait de traverser la frontière invisible entre les morts et les vivants. Autour de lui, le village s'est figé. Les femmes ont serré leurs pagnes. Les jeunes hommes, d'habitude rapides et bruyants, sont restés immobiles. Les anciens ont compris immédiatement que ce moment ne ressemblait à aucun autre. Dans cette terre rouge du Sahel, quand un chef crie avant l'aube, personne ne se moque, personne ne discute. On écoute. Le vieil homme respirait difficilement. Ses mains tremblaient sur sa natte. Puis, il a levé le doigt vers l'horizon noir et a murmuré une phrase qui a changé l'atmosphère du village. J'ai vu le soldat au béret rouge. À cet instant, le nom d'Ibrahim Traoré n'était plus seulement un nom politique. Il devenait un signe, un choc, une question posée à tout un continent. Dans la vision du chef, le désert n'était pas vide. Il était rempli de chaînes, de silhouettes courbées, de peuples fatigués de voir l'or partir ailleurs pendant que leurs enfants restaient dans la poussière. Puis, au milieu de cette nuit, une flamme s'est levée. Au centre de cette flamme se tenait un jeune soldat, silencieux, droit, vêtu de l'uniforme de ceux qui n'ont pas appris la politique dans les salons, mais dans la dureté du terrain. Ibrahim Traoré ne parlait pas dans cette vision. Pourtant, sa présence suffisait à faire trembler le vieux système, car ce que les anciens voyaient derrière lui n'était pas seulement un homme, ils voyaient une rupture. Ils voyaient la souveraineté revenir comme une dette longtemps refusée. Ils voyaient un pays qui ne voulait plus demander la permission pour reprendre son destin. Mais cette révélation portait aussi une menace. Le chef l'a compris avant les autres. Quand un peuple se relève, ceux qui profitaient de son silence commencent à bouger dans l'ombre. Et le plus dangereux n'était peu, être pas l'ennemi lointain. Le danger pouvait déjà être assis tout près du pouvoir. Pour comprendre pourquoi la vision du vieux chef provoquait autant de peur, il fallait comprendre le Burkina Faso lui-même. Il fallait regarder au-delà des discours officiels, au-delà des cartes géopolitiques, et observer ce qui se passait réellement dans les villages oubliés du Sahel. Pendant des décennies, une immense partie de la population a eu le sentiment de vivre sur une terre riche sans jamais voir cette richesse transformer leur quotidien. L'or quittait le pays, les ressources circulaient vers l'extérieur, mais dans les campagnes, les écoles manquaient toujours de matériel, les routes restaient brisées, et l'insécurité avançait plus vite que l'État. C'est dans ce climat que Ibrahim Traoré est apparu, jeune capitaine issu de l'armée. Il n'est pas arrivé avec le langage classique des politiciens africains formés pour rassurer les partenaires étrangers. Il parlait plutôt de souveraineté, de dignité nationale, et surtout d'indépendance stratégique. C'est précisément ce qui a bouleversé l'équilibre du pouvoir dans le Sahel. Car derrière les discours diplomatiques se cache une réalité beaucoup plus brutale. Le Sahel est devenu un espace de compétition mondiale. Les puissances étrangères y défendent leurs intérêts sécuritaires, économiques et géopolitiques. Les groupes armés profitent du chaos. Les gouvernements fragiles tentent de survivre. Et au milieu de cette tempête, chaque dirigeant doit choisir entre deux options: s'adapter au système existant ou tenter de le défier. Ibrahim Traoré a clairement choisi la deuxième voie. Très vite, il a commencé à envoyer des signaux politiques extrêmement forts. Il a dénoncé les mécanismes de dépendance. Il a insisté sur le contrôle national des ressources. Il a multiplié les discours valorisant l'autonomie africaine. Et surtout, il a compris quelque chose que beaucoup d'anciens dirigeants n'avaient jamais réussi à utiliser correctement: la puissance psychologique du symbole. Le béret rouge est devenu plus qu'un accessoire militaire. Il est devenu une image de résistance. Dans plusieurs villes africaines, des jeunes ont commencé à afficher son portrait. Sur les réseaux sociaux, son nom circulait comme celui d'un homme prêt à dire publiquement ce que beaucoup pensaient en silence depuis longtemps. Mais plus cette popularité
augmentait, plus les tensions devenaient dangereuses. Car chaque mouvement souverainiste crée automatiquement des ennemis. Les partenaires étrangers commencent à craindre pour leurs intérêts économiques. Certains officiers redoutent de perdre leurs privilèges. Les réseaux politiques, liés à l'ancien système, sentent le sol bouger sous leurs pieds. Même à l'intérieur du pouvoir, des fractures apparaissent, et c'est là que la situation devient explosive. Parce qu'en Afrique, l'histoire politique a souvent montré une règle brutale. Un dirigeant peut survivre à la pression extérieure plus facilement qu'à la trahison interne. Les anciens du village le savaient parfaitement. Quand ils observaient Ibrahim Traoré, ils ne voyaient pas seulement un jeune président militaire, ils voyaient un homme en train d'entrer dans une zone extrêmement dangereuse de l'histoire africaine. Une zone où les dirigeants deviennent soit des symboles immortels, soit des cibles. Dans le Conseil des Anciens, le silence était lourd. Le vieux chef regardait les flammes du feu central pendant que les autres parlaient à voix basse des signes apparus dans la vision. Certains croyaient assister à une renaissance africaine. D'autres craignaient que le Burkina Faso ne devienne le centre d'une confrontation beaucoup plus vaste entre puissances internationales. Car le problème dépassait désormais les frontières du pays. Chaque déclaration de souveraineté faite à Ouagadougou résonnait aussi dans les capitales occidentales, dans les chancelleries étrangères, et jusque dans certaines élites africaines inquiètes de voir un nouvel exemple inspirer leur propre population. Et pendant que les tambours continuaient de battre dans le village, une question commençait à se répandre dans tout le Sahel. Ibrahim Traoré était-il en train de construire une révolution politique ou d'ouvrir une guerre silencieuse contre tout un système? Le problème avec les révolutions africaines, c'est qu'elles attirent toujours deux forces en même temps: l'espoir des peuples et la peur des systèmes qui vivent de leur faiblesse. Au Burkina Faso, cette collision devenait visible semaine après semaine. Plus Ibrahim Traoré parlait de souveraineté, plus les tensions montaient autour de lui. Officiellement, le pays faisait face au terrorisme, à l'instabilité régionale et aux difficultés économiques. Mais derrière cette façade existait un conflit beaucoup plus profond, la bataille pour savoir qui contrôlerait réellement l'avenir du Sahel. Dans les villages, beaucoup voyaient Ibrahim Traoré comme un homme enfin prêt à défendre les intérêts nationaux sans chercher l'approbation extérieure. Cette image renforçait sa popularité. Les jeunes surtout se reconnaissaient dans son langage direct, son uniforme militaire et sa volonté de montrer qu'un dirigeant africain pouvait parler avec fermeté aux grandes puissances. Mais dans les couloirs du pouvoir, certains commençaient à considérer cette popularité comme un danger. Car une figure politique qui devient un symbole émotionnel échappe progressivement aux mécanismes traditionnels de contrôle. Et cela inquiétait énormément. Les anciens du village comprenaient ce phénomène d'une manière presque spirituelle. Pour eux, le feu, vu dans la vision du chef, ne représentait pas seulement la colère, il représentait la transformation. Un feu capable de purifier, mais aussi de détruire ceux qui tentaient de le contenir. Pendant ce temps, le climat sécuritaire restait extrêmement tendu. Les attaques armées continuaient dans plusieurs régions du Sahel. Chaque opération militaire devenait aussi une bataille psychologique. Si le gouvernement semblait fort, la population gardait confiance. Si le gouvernement paraissait hésitant, les doutes revenaient immédiatement. Ibrahim Traoré devait donc jouer sur plusieurs fronts en même temps. Maintenir l'autorité militaire, conserver le soutien populaire, éviter les divisions internes et résister aux pressions internationales. C'était un équilibre presque impossible. Plus le capitaine avançait, plus il semblait encerclé par des intérêts contradictoires. Certains partenaires étrangers exigeaient des garanties politiques, certaines élites locales craignaient de perdre leurs réseaux économiques. Même dans l'armée, des tensions silencieuses pouvaient apparaître entre différentes factions. Et c'est exactement ce que le vieux chef avait vu dans son rêve. Le danger ne venait pas uniquement de l'extérieur. Il avançait aussi dans les ombres proches du pouvoir. Une nuit, dans le village, les anciens organisèrent une réunion secrète. Les portes de la case du conseil furent fermées. Les masques anciens sortirent des coffres poussiéreux
Les vieillards parlaient doucement, comme s'ils avaient peur que le vent lui-même puisse répéter leurs paroles. L'un d'eux prononça alors une phrase qui glaça l'assemblée. Les ennemis les plus dangereux portent parfois le même uniforme. Le silence devint immédiatement lourd, car toute l'histoire politique africaine semblait réapparaître dans cette seule phrase: les coups d'État, les trahisons, les alliances brisées, les dirigeants isolés au moment où ils pensaient être protégés. Les anciens savaient qu'un homme qui tente de redonner sa dignité à son peuple finit souvent par déranger ceux qui profitent de la dépendance. Mais malgré cette peur, quelque chose avait déjà changé dans le pays. La jeunesse commençait à croire de nouveau en elle-même. Et cette transformation psychologique pouvait devenir plus puissante qu'une armée entière. Les tambours continuaient de résonner dans la nuit du Sahel. Mais, désormais, leur rythme ressemblait moins à une célébration qu'à l'annonce d'un affrontement inévitable. Car la véritable bataille autour d'Ibrahim Traoré ne concernait plus seulement le Burkina Faso, elle concernait l'idée même d'une Afrique décidant enfin de parler avec sa propre voix. Plus la figure d'Ibrahim Traoré grandissait dans l'imaginaire populaire, plus une question devenait centrale: quelle était réellement sa stratégie? Pour beaucoup d'observateurs étrangers, le jeune capitaine apparaissait comme un dirigeant militaire classique, profitant du chaos du Sahel pour consolider son pouvoir. Mais cette lecture restait incomplète. Car derrière les discours sur la sécurité et les opérations militaires se cachait une stratégie beaucoup plus profonde: la reconstruction de la souveraineté psychologique africaine. Et c'est précisément cette dimension qui rendait sa trajectoire si dangereuse pour l'ancien équilibre régional. Dans l'histoire du Sahel, les armes seules n'ont jamais suffi à contrôler les populations. Ce qui maintient un système en place pendant des décennies, c'est surtout la conviction collective que rien ne peut changer. Lorsque les peuples cessent de croire en leur propre capacité d'agir, le pouvoir extérieur devient presque automatique. Ibrahim Traoré semblait avoir compris cela très tôt. C'est pour cette raison que chacun de ses gestes était calculé comme un symbole. Le béret rouge, les discours sur la dignité africaine, les références constantes à l'indépendance économique, les critiques contre les mécanismes de dépendance, tout cela formait une architecture politique destinée à produire un choc psychologique. Le message était simple. Le Burkina Faso ne voulait plus être présenté comme un pays attendant d'être sauvé. Il voulait devenir un pays décidant lui-même de son destin. Cette stratégie expliquait aussi pourquoi sa popularité dépassait largement les frontières nationales. Dans plusieurs régions d'Afrique et au sein de la diaspora, beaucoup voyaient dans cette posture une rupture historique. Pendant des décennies, les dirigeants africains avaient souvent été perçus comme des gestionnaires de crise, cherchant avant tout l'approbation internationale. Ibrahim Traoré projetait l'image inverse, celle d'un homme prêt à assumer un affrontement politique pour défendre la souveraineté nationale. Mais cette stratégie contenait un risque immense, car plus un dirigeant devient le symbole d'une renaissance collective, plus sa chute potentielle devient une priorité pour ceux qui craignent cette renaissance. Dans le village du Nord, les anciens observaient cette montée des tensions avec inquiétude. Le vieux chef repensait constamment à sa vision. Il revoyait le désert noir, les chaînes sur le sable, et surtout cette foule d'ancêtres silencieux derrière le soldat au béret rouge. Pour lui, la signification devenait de plus en plus claire. Le combat d'Ibrahim Traoré ne concernait pas uniquement la politique moderne. Il représentait un affrontement entre deux visions du futur africain. D'un côté, un système ancien fondé sur la dépendance sécuritaire, économique et psychologique. De l'autre, une génération décidée à reprendre le contrôle du récit africain. C'est là que la stratégie du capitaine devenait extrêmement complexe. Il ne suffisait pas de parler de souveraineté. Il fallait aussi survivre assez longtemps pour transformer cette idée en réalité concrète. Or, les pressions augmentaient partout. Les difficultés économiques fragilisaient le pays. Les attaques armées continuaient. Les alliances régionales changeaient rapidement. Chaque décision prise à Ouagadougou provoquait des réactions dans plusieurs capitales étrangères. Et surtout, les tensions internes devenaient de plus en plus sensibles. Dans l'histoire africaine,
beaucoup de dirigeants ont été renversés, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils avaient commencé à modifier les équilibres économiques et politiques établis depuis trop longtemps. Les anciens le savaient parfaitement. Autour du feu, ils parlaient souvent d'une vieille vérité du Sahel lorsqu'un homme commence à réveiller l'espoir des masses. Les forces qui vivent de leur résignation deviennent imprévisibles. Une nuit, pendant une cérémonie secrète, le vieux chef demanda que les tambours cessent de battre. Le silence tomba immédiatement sur le village. Même le vent semblait s'être arrêté. Puis, il déclara quelque chose qui glaça toute l'assemblée. Le plus difficile n'est pas de prendre le pouvoir. Le plus difficile est de survivre après avoir réveillé un peuple. Personne ne répondit, parce que tous comprenaient ce qu'il voulait dire. À ce moment précis, Ibrahim Traoré n'était plus simplement un président militaire affrontant des défis sécuritaires, il devenait le centre d'une bataille symbolique beaucoup plus vaste. Une bataille autour de la mémoire africaine, de la souveraineté économique et du droit d'un continent à écrire lui-même son avenir. Et dans l'obscurité du Sahel, certains commençaient déjà à préparer la contre-offensive. Car lorsque les peuples cessent d'avoir peur, les systèmes anciens entrent toujours dans une phase de panique. À mesure que le nom d'Ibrahim Traoré se propageait dans le Sahel et, au-delà, le Burkina Faso cessait progressivement d'être perçu comme un simple pays en crise. Il devenait un laboratoire politique observé par le monde entier. Et cela changeait tout. Car lorsqu'un dirigeant commence à transformer l'imaginaire collectif, les conséquences dépassent rapidement les frontières nationales. Les discours de souveraineté prononcés à Ouagadougou trouvaient désormais un écho dans les rues de Bamako, dans certaines capitales africaines, et jusque dans les communautés afrodescendantes d'Europe et des États-Unis. Pour beaucoup, cette dynamique représentait un réveil historique. Mais pour d'autres, elle représentait un danger stratégique majeur. Dans plusieurs centres de pouvoir internationaux, une inquiétude silencieuse commençait à grandir. Et si l'exemple burkinabé inspirait d'autres peuples, et si la logique de dépendance économique et sécuritaire commençait à être publiquement contestée dans toute la région, car l'enjeu n'était plus seulement militaire. Il devenait psychologique. Pendant longtemps, le système international avait fonctionné sur une idée implicite. Certains pays africains pouvaient survivre, mais ils ne devaient jamais devenir totalement autonomes dans leurs décisions stratégiques. Or, Ibrahim Traoré semblait précisément vouloir briser cette logique. C'est pourquoi chaque mouvement autour de lui devenait immédiatement sensible. Ses prises de position sur les ressources naturelles, ses discours sur l'autonomie africaine, ses alliances régionales, même ses apparitions publiques. Tout était désormais interprété comme le signe d'un changement beaucoup plus profond, mais cette montée en puissance créait aussi une pression énorme sur le Burkina Faso lui-même. L'économie restait fragile. Les attaques armées continuaient dans certaines zones. Les attentes populaires devenaient immenses. Plus Ibrahim Traoré incarnait l'espoir, plus le risque de déception devenait dangereux. Et c'est là que de nombreuses révolutions commencent à vaciller. Parce qu'un symbole politique peut réveiller un peuple rapidement. Mais transformer réellement un État demande du temps, des ressources et une stabilité extrêmement difficile à maintenir dans un environnement aussi tendu. Les anciens du village comprenaient cette contradiction. Une nuit, autour du feu, le vieux chef expliqua que les ancêtres ne donnaient jamais une vision sans épreuve. Selon lui, le feu vu dans le désert n'était pas seulement une lumière de renaissance. C'était aussi un feu de sacrifice. Un homme choisi par l'histoire, disait-il, porte toujours le poids des attentes de tout un peuple. Et ce poids pouvait devenir écrasant. Dans les villes du Burkina Faso, beaucoup de jeunes continuaient pourtant à voir Ibrahim Traoré comme la preuve qu'une autre voie était possible. Pour eux, il représentait la fin d'une époque où les dirigeants africains semblaient constamment chercher une validation extérieure avant d'agir. Cette confiance nouvelle modifiait déjà le climat politique. Des discussions autrefois interdites devenaient publiques. Les questions sur la souveraineté économique, le contrôle des ressources et la place des puissances étrangères dans la région revenaient constamment dans les débats.
Le changement le plus important n'était être même pas institutionnel. Il était mental. Et c'est exactement ce qui rendait la situation aussi explosive. Car lorsqu'une population commence à croire qu'elle mérite davantage, les anciens équilibres deviennent instables. Ceux qui dominaient le récit perdent progressivement leur influence. Les alliances se recomposent. Les peurs augmentent. Les tensions internes deviennent plus dangereuses. Le vieux chef voyait cette tempête approcher. Dans sa dernière vision, il apercevait Ibrahim Traoré, debout sur un pont de verre, au-dessus d'eau violente. Derrière lui marchaient des milliers de personnes pleines d'espoir. Mais sous le pont, des silhouettes invisibles frappaient déjà les fondations. Le message était clair. Le plus grand danger, pour une révolution, ne vient pas toujours des ennemis déclarés. Il vient souvent des fissures invisibles qui apparaissent à l'intérieur même du système. Pendant que le soleil se levait lentement sur le Sahel, les tambours recommencèrent à battre dans le village. Leur rythme était plus rapide maintenant, plus lourd, comme si toute la terre annonçait qu'un moment décisif approchait. Et une question commençait à hanter tout le Burkina Faso. Ibrahim Traoré réussirait-il à transformer cette vague d'espoir en véritable souveraineté? Ou deviendrait-il un autre nom ajouté à la longue liste des dirigeants africains, brisés au moment où ils voulaient changer l'histoire? Le soleil se levait lentement sur le Sahel lorsque le vieux chef quitta le village pour marcher, seul vers les dunes rouges. Le vent faisait danser le sable autour de lui comme si la terre entière essayait encore de lui parler. Toute la nuit, les tambours avaient résonné, pas comme des instruments de fête, comme le battement d'un continent qui refusait désormais de rester silencieux. Dans son esprit revenait sans cesse l'image du soldat au béret rouge. Ibrahim Traoré n'était plus seulement un homme arrivé au pouvoir dans une période de chaos militaire et politique. Il était devenu le point de rencontre entre l'espoir populaire, la colère historique et la volonté de souveraineté. Et c'est précisément pour cela que son combat devenait si dangereux. Car l'histoire africaine a toujours été impitoyable avec ceux qui tentent de modifier les règles du jeu. Chaque dirigeant qui cherche à récupérer les ressources, à réduire la dépendance ou à réveiller la dignité collective, finit par entrer dans une zone où les alliances deviennent fragiles et les ennemis invisibles. Le vieux chef le savait. La vision ne promettait pas une victoire facile. Elle annonçait une épreuve. Autour du Burkina Faso, les tensions continuaient de grandir. Les intérêts géopolitiques s'entrechoquaient. Les puissances étrangères observaient attentivement chaque décision prise à Ouagadougou. Les réseaux internes liés à l'ancien système restaient actifs dans l'ombre. Mais malgré cela, quelque chose d'irréversible semblait déjà avoir commencé. Le peuple avait recommencé à croire. Et lorsqu'un peuple retrouve confiance en sa propre voix, le monde entier doit s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est pourquoi cette histoire dépasse largement les frontières du Sahel. Elle touche une question beaucoup plus profonde qui a le droit de définir l'avenir africain et les anciennes puissances, les réseaux économiques internationaux ou les peuples africains eux-mêmes, dans les villages, dans les villes et jusque dans la diaspora africaine. Cette question résonnait désormais avec une force nouvelle. Le vieux chef regarda alors l'horizon devenu entièrement doré par le lever du soleil. Puis, il murmura une dernière phrase. Le feu a déjà quitté le désert. Maintenant, il brûle dans les yeux des vivants. Aou! Loin. Les tambours reprirent une dernière fois. Plus rapide, plus puissant. Comme si le Sahel lui-même annonçait que le véritable affrontement ne faisait que commencer